l'économétrie, j'espère que tout le monde ici en connaît la définition, c'est la mesure de l'économie. Donc la mesure de l'économie qui se préoccupe de questions spatiales, c'est ce qu'on appelle l'économétrie spatiale. Et en fait, il y a deux raisons principales dont s'occupe l'économétrie spatiale, deux phénomènes principaux. Le premier de ces phénomènes, c'est ce qu'on appelle l'autocorrélation spatiale. L'autocorrélation spatiale, c'est simplement la relation entre des entités spatiales. Comme on a expliqué l'autre fois, si nous considérons par exemple le province, nous pouvons dire que le niveau de pauvreté à Kinshasa peut être corrélé au niveau de pauvreté dans le Bas-Congo, tout simplement parce que les deux entités sont côte à côte. À ce moment-là, si ces phénomènes-là existent, nous devons utiliser un modèle spatial. Comme on avait dit, donc, cette autocorrélation spatiale porte aussi bien sur des variables observables, donc les variables que nous pouvons observer. Comme j'ai dit, la pauvreté, on peut observer la pauvreté, mais il y a également des variables qu'on ne peut pas observer, que nous, généralement, nous mettons soit dans les termes de l'erreur, ou bien c'est comme ce qu'on appelle les variables omises. J'avais donné la fois passée l'exemple, par exemple, lorsque vous êtes dans Facebook, on considère que vous êtes dans un réseau parce que l'économétrie spatiale analyse également la performance, les comportements des réseaux. Si donc nous voulons essayer d'analyser la performance des individus qui sont avec vous dans Facebook, dans ces réseaux-là, il y a des variables que nous allons observer. Nous allons observer par exemple le sexe, nous pouvons observer les niveaux d'éducation, nous pouvons observer la race, mais il y a d'autres variables que nous ne pouvons pas observer, telles que la variable réputation. On ne sait pas aller là-bas obtenir une variable qui s'appelle réputation, et donc il peut y avoir autocorrélation, tout simplement à cause des variables qui ne sont pas observées. Dans ces conditions-là, nous mettons ça dans le terme d'erreur. Donc l'économétrie spatiale s'occupe de deux phénomènes. Le tout premier phénomène, c'est l'autocorrélation. C'est tout simplement la corrélation entre des unités spatiales. Et ces unités peuvent être observables, enfin les variables de ces unités, ou bien non observables. Si elles sont observables, on va expliquer où est-ce que l'autocorrélation apparaît. Si elles ne le sont pas, on va également expliquer où est-ce qu'elle apparaît. Le deuxième phénomène, c'est le phénomène d'hétérogénéité spatiale. Ça veut dire que l'impact d'une variable sur une autre peut ne pas être linéaire sur l'espace. J'avais donné l'exemple de l'éducation. L'impact de l'éducation, par exemple, sur la performance économique, parce que chacun de nous sait que dans le modèle de production, le modèle du PIB, il y a des facteurs. Parmi ces facteurs de production, il y a le capital humain. Et dans le capital humain, on peut le disséquer. Il y a une partie qui dépend de l'éducation, il y a une partie qui dépend de la santé. Donc nous, en tant que gouvernement, nous pouvons dire, si nous voulons augmenter la qualité du capital humain, on peut jouer sur l'éducation. Donc si nous augmentons les dépenses d'éducation, nous allons augmenter la qualité du capital humain, donc nous allons augmenter la performance de notre économie. Mais dans un pays aussi grand, les dépenses, l'impact des dépenses d'éducation à Kasumbalesa, ce n'est pas le même impact à Luozi. À ce moment-là, nous disons qu'il y a une hétérogénéité spatiale dans le chef de la variable dépenses de l'éducation. Donc si cette hétérogénéité existe, nous devons absolument utiliser un modèle spatial. Et si nous avons un modèle spatial, il faut que nous ayons une méthodologie qui nous permet d'estimer ces modèles spatials. Et la méthodologie, c'est ce que nous appelons l'économétrie spatiale. Donc en résumé, c'est ce qu'on a vu la fois passée. Et donc lorsque vous mettez tous ces éléments-là ensemble, ça vous donne un peu
ce que j'appelle la nomenclature. Ça résume un peu tout ce qu'on a dit la fois passée par rapport à l'économétrie spatiale. Je vais juste vous donner, ça c'est le modèle général. Ça c'est ce que généralement nous estimons. Maintenant, essayez de vous imaginer l'écart entre ces modèles ici et ce que nous estimons. En fait, pour estimer ces modèles-là, on doit faire énormément d'hypothèses. On doit assumer que beaucoup de ces paramètres-là sont égaux à 0 pour que nous puissions estimer l'OLS. Ce que je suis en train de dire, que si ceci est le vrai modèle, et que nous estimons le OLS ici, mais nous sommes en train de simplifier, et au bout du compte, parce que nous, ce qui nous intéresse, ce n'est pas simplement d'estimer les modèles, mais c'est d'être en mesure d'élaborer de politiques, d'être en mesure de dire au gouvernement que sur base des analyses que nous avons faites, les liens entre l'éducation, je ne sais pas quoi, est déterminé par tel paramètre. Donc, si le vrai modèle c'est celui-là, et que nous sommes en train de raconter au gouvernement des histoires à partir de ces modèles ici, nous sommes complètement à côté. Et ça, c'est la responsabilité que nous avons. Quelqu'un a dit que la différence entre le médecin et l'économiste, le médecin, lorsqu'il commet une erreur, c'est peut-être une seule vie que nous perdons. Mais lorsque l'économiste commet une erreur, c'est peut-être une génération que nous perdons. Imaginez que c'est ce modèle ici que vous avez estimé. Vous dites au gouvernement, vous pouvez oublier tout. Focalisez-vous par exemple sur la production du maïs seulement. Alors que le vrai modèle dit qu'en plus de maïs, il faut peut-être prendre le soya, il faut prendre la production du lait, il faut prendre la production ainsi de suite. Donc le gouvernement va mettre tout son argent dans le maïs et ce n'est qu'après 10 ans que nous allons nous rendre compte qu'en fait c'était une erreur. Alors très rapidement, comme j'avais expliqué l'autre fois, donc lorsque vous commencez avec le modèle général ici, vous pouvez trouver plusieurs modèles en fonction de la valeur de paramètres. Le θ ici, c'est le paramètre. Ok, je vais d'abord expliquer le modèle, les éléments qui sont dans le modèle. Ces paramètres ici, delta, c'est le paramètre qui capte l'autocorrélation spatiale pour des variables observables. Delta ici dit que la variable y de l'entité, d'une entité A par exemple, est fonction de la moyenne pondérée de la même variable dans d'autres entités. Je prends un exemple simple, que le niveau de production du maïs, par exemple, au niveau de Kinshasa, est fonction du niveau de production de maïs dans le Bandundu, dans le Bas-Congo, en fait, toutes les provinces qui sont contiguës à Kinshasa. Parce que nous pouvons observer la production du maïs. Mais nous disons que ce Y-là est également fonction d'autres caractéristiques de Kinshasa aussi. Ça, ce sont les caractéristiques de Kinshasa. X est les caractéristiques de Kinshasa, mais X, ça peut également être les caractéristiques de Bandundu et de Bas-Congo. Par exemple, la production du maïs est fonction de la qualité de sol à Kinshasa, mais ça peut également être le fait de la qualité de sol dans le Bandundu. Peut-être que le niveau bas de la production de maïs dans le Bandundu est consécutive à la qualité
a une meilleure qualité de sol dans le Bandundu, ce qui fait que beaucoup de fermiers préfèrent aller produire le maïs dans le Bandundu parce que le sol est meilleur, ce qui en fait crée comme une espèce d'exode des fermiers de Kinshasa vers le Bandundu. Donc c'est la même variable X, mais ici nous intégrons le X, les caractéristiques en fait d'autres provinces. Le terme de l'erreur, comme on a dit, donc mu, mais mu peut être égal à lambda, ça peut être autorégressif, comme je l'ai dit. Il y a des caractéristiques que nous n'observons pas. Supposons, ici par exemple, on dit que la production du maïs est fonction de la qualité de gouverneur de province. Mais nous ne savons pas aller observer la qualité de gouverneur. Donc la qualité de gouverneur devient pour nous une variable non observable que nous retrouvons dans le terme de l'erreur. Ce qui permet, en fait, ce qui peut être autorégressif, mais dans l'erreur. Bon, c'est ce qui constitue le modèle de départ. Maintenant, pour avancer, pour arriver jusqu'à un modèle simple que nous estimons, y est égal à x bêta, il faut faire, par exemple ici, lorsque nous éliminons l'effet d'entraînement des caractéristiques de l'autre entité, on arrive à ces modèles-là. Donc c'est tout simplement, on met ici θ est égal à 0, on élimine ces termes et toute cette forme générale devient comme cela. Et si nous suivons, nous disons qu'il n'y a pas d'autocorrélation spatiale dans l'erreur, à ce moment-là, nous arrivons à cette forme ici. Mais vous voyez déjà, cette forme, même après ces simplifications, garde toujours un terme d'association spatiale delta. Et ce n'est que lorsque delta est égal à 0 que nous pouvons utiliser OLS. Ça, c'est un long chemin. On commence par θ égale 0, lambda égale 0, et puis ici delta égale 0. Nous pouvons aussi commencer par, au lieu de commencer par θ, on commence par lambda. Lorsque lambda est égal à 0, ça veut dire qu'il n'y a pas d'autocorrélation spatiale. Ça veut dire que même les éléments non observés, les variables non observées ne génèrent pas une autocorrélation spatiale. Ok? Si c'est ça le cas, donc on supprime ces termes ici. Et si on supprime, parce que si lambda ici est égal à 0, mu est égal à epsilon. Et donc, on a simplement ces modèles-là. Et encore une fois, à partir de ces modèles, si nous estimons que θ ici est égal à 0, on retrouve le modèle qu'on a déjà eu. Si nous estimons que delta est égal à 0, on a ces modèles ici. C'est un modèle tout simplement qui est... Bon, il n'est pas vraiment spatial, ne pose aucun problème d'estimation. Parce que comme je l'avais dit l'autre fois, le problème de l'économétrie spatiale, c'est qu'à cause de la présence de Y ici, Y est endogène. Parce que Y est endogène, l'estimateur que nous allons calculer, l'estimateur est non consistant. Vous connaissez le... Je sais pas, Blue. Best linear unbiased estimate. Okay. Et la même chose, comme l'erreur ici n'est pas indépendamment et identiquement distribuée, ça ne permet pas d'avoir l'estimateur blue. Donc on peut faire le même, ici on peut commencer par θ, c'est-à-dire qu'on élimine ces termes-là. Et à partir de cette spécification, on peut également, ici par exemple, on a fait
l'hypothèse que θ est égal à delta multiplié par bêta, et ça nous arrive à des modèles plus simplifiés. Donc, ce que je suis en train de dire, et on va le voir dans la suite, s'il y a un soupçon d'un comportement spatial par rapport à l'analyse que vous faites, il faut absolument utiliser un modèle spatial. Parce que si vous n'utilisez pas un modèle spatial, vous allez induire l'État, le gouvernement ou les décideurs en erreur parce que vous êtes en train de raconter une histoire sur une spécification qui n'est pas correcte. Donc, comme on a dit, donc on commence d'abord par estimer l'OLS. Je vais vous expliquer la suite. Utiliser les statistiques de Lagrange, le multiplicateur de Lagrange. Donc, il y a des tests qu'il faut faire. Et la statistique la plus significative va guider vers les modèles appropriés, ainsi de suite. Concrètement, bon, ça c'est la liste en fait de tests qu'il faut faire avant de déterminer le modèle qui convient. Donc, vous commencez d'abord par estimer le modèle en utilisant l'OLS. Après avoir estimé l'OLS, vous testez en utilisant le multiplicateur de Lagrange. Il y a un multiplicateur de Lagrange. Là, ça c'est le multiplicateur si on soupçonne qu'il y a que l'autocorrélation est dans l'erreur, là le terme d'erreur. Ça c'est le multiplicateur si c'est dans la variable dépendante elle-même. Et il y a ces deux-là qu'on appelle le test plus robuste. Donc on va voir dans la suite. Donc si les deux tests sont... la question, est-ce que les tests sont significatifs? Si les deux tests ne sont pas significatifs, à ce moment-là, on utilise OLS. Simple. Vous estimez les modèles avec OLS, vous calculez la statistique de test. Si la statistique n'est pas significative, on utilise OLS. Ça veut dire qu'il n'y a pas de phénomène d'autocorrélation spatiale, ni dans l'erreur, ni dans la variable dépendante. Mais si par contre c'est significatif, il y a deux, ou bien les deux sont significatifs, les deux tests sont significatifs, ou bien un seul de test est significatif. Si c'est les tests pour l'erreur, alors il faut utiliser le modèle avec le terme d'erreur spatiale. Si c'est le lag, la variable dépendante qui est autocorrélée, à ce moment-là, il faut utiliser le modèle avec la variable dépendante. Mais il est possible que les deux tests soient significatifs. À ce moment-là, c'est un cas qui s'apparente jusqu'à une certaine année, c'était inconclusif, c'était non concluant. Mais récemment, enfin, quand je dis récemment, après, il y a un groupe de chercheurs qui ont développé ce qu'on appelle les modèles robustes, le test robuste. Et je vous ai donné donc les deux tests robustes, ce sont ces deux tests-là. Donc c'était Luc Anslin qui a développé ces deux tests. Et donc on performe ces deux tests-là et on se pose encore la question, est-ce que c'est significatif? Si c'est le robuste, en fait ces deux tests, lorsqu'on les fait, ne peuvent plus être significatifs ensemble. C'est ça la particularité. Donc un seul de ces deux tests doit être significatif. Donc si c'est celui de l'erreur, c'est le modèle avec terme d'erreur. Si c'est le test avec variable dépendante qui est significatif, vous prenez le modèle décalé, voilà, donc avec la variable dépendante. Le nouveau développement, il y a le Generalized Moment of GMM. En français, c'est quoi? Méthode de moment généralisée. Okay? Donc, au lieu simplement d'utiliser le maximum de vraisemblance, aujourd'hui, il est possible d'estimer les modèles spatiaux avec des méthodes de moment généralisées. Il y a également des modèles de panel. Hein? Donc, ce sont où on combine le temps et l'espace.
Ce qui est intéressant, c'est que ça nous permet d'augmenter le degré de liberté et donc d'améliorer la qualité des estimateurs. Il y a des modèles de probit. À notre époque, on n'enseignait pas les probits. On enseigne les probits maintenant? OK. Donc, probit, logit et puis tobit. Et donc, il y a des versions. En fait, aujourd'hui, on peut estimer n'importe quel modèle spatial. Le probit, logit, tobit, ce sont des modèles qui ont des variables binaires ou bien discrètes. C'est 1, 2, 3 ou bien 0, 1. Par exemple, si je vais estimer la pauvreté, au lieu d'avoir comme variable une variable continue qui peut être soit le niveau de revenus ou bien le nombre de pauvres, je peux tout simplement avoir une variable discrète où est-ce qu'il est pauvre, c'est 1, il n'est pas pauvre, c'est 0. Voilà, donc ces modèles-là également ont des spécifications spatiales. Bon, documentation, il y a mieux que ça. En ce qui concerne le logiciel, parce que comme je dis, c'est bien de vous enseigner ces méthodes, ces techniques, mais ça ne sert à rien si vous ne pouvez pas les appliquer. Et là, aujourd'hui, il existe une série de logiciels. Le R, lui, il est gratuit. Donc ça, c'est un logiciel gratuit. En fait, c'est un espace que je crois, les Américains et puis d'autres quand même ont créé, où vous pouvez faire toutes sortes d'analyses statistiques et économétriques en utilisant gratuitement les logiciels. Le seul revers, c'est que comme c'est gratuit, si vous avez des problèmes, vous êtes un peu... c'est-à-dire que les codes qu'on poste ne sont pas nécessairement homologués. Moi, je travaille sur un phénomène, j'écris mes codes pour estimer le phénomène, j'ai publié le papier, je poste le code là-bas. Bon. Toi, tu travailles sur un phénomène plus ou moins similaire. Bon. Tu peux prendre les codes, c'est gratuit, mais il faut que tu sois en mesure, il faut que tu comprennes comment les codes ont été écrits. Parce que si tu es en difficulté, c'est difficile. Donc c'est ça le revers un peu de R, mais c'est gratuit. Donc je conseillerais à ceux qui ont un peu de temps d'aller sur le net. L'autre logiciel, c'est le MATLAB. Je ne suis pas sûr que c'est connu ici. Le MATLAB est plus utilisé par les ingénieurs, mais il y a des routines pour le... Quand je dis des routines, ce sont des codes que les économistes utilisent. Moi, en fait, quand j'estime le modèle avec panel, c'est le MATLAB que j'utilise. C'est plus performant en tout cas. Et encore une fois, ça veut dire qu'il y a des chercheurs, ils ont plus de temps que nous, ils sont plus brillants que nous, qui écrivent ces codes-là. Et bon, ce que nous faisons, c'est qu'on les regarde, on essaie de les adapter par rapport à notre problème. Parce que bon, passer le temps à écrire ces codes-là, ça peut te prendre toute une vie, quoi. Stata, ça c'est commercial. C'est pas gratuit, même MATLAB n'est pas gratuit. Stata c'est commercial. Stata c'est vraiment, ce n'est pas spécifiquement pour l'économétrie spatiale, mais c'est tout ce qui est comme analyse statistique, analyse économétrique. Et nous pouvons donc utiliser cet environnement-là pour estimer le modèle avec l'économétrie spatiale. Pour ça, nous avons amené, on a amené une licence. Je ne sais pas exactement où est-ce qu'on va mettre ici. On m'a dit qu'il y a une salle en bas. Ok. Donc, ce que je vais faire, on va travailler avec Marina.
peut-être, je ne sais pas, ça va nous prendre peut-être une ou 2 semaines, sur un cas concret, de A à Z. Comme ça, elle pourra revenir pour aller avec vous sur ces cas-là, jusqu'à l'estimation, à l'interprétation des résultats, et vous montrer concrètement comment est-ce qu'on utilise ces logiciels-là. Donc ça, c'est notre renforcement des capacités. Bon, ça c'est... On va voir un exemple plus parlant. Mais je m'amusais un peu. Il y a des données que nous avons sur l'insécurité alimentaire et la production du manioc en RDC. La distribution spatiale de l'insécurité alimentaire, ça c'est juste mettre les données sur le... Et c'est ce qui est intéressant avec l'économétrie spatiale, c'est que l'analyse ne commence pas nécessairement avec l'estimation. L'analyse commence par analyser la distribution spatiale simplement. Et là, en fait, on n'a même pas encore... On a juste map-up, on a juste cartographié. Ici, c'est l'insécurité alimentaire. Une autre analyse qu'on peut faire, c'est déterminer les clusters, les groupements. Voilà, donc par exemple, là, on peut identifier, on peut classifier chaque territoire par rapport au niveau d'insécurité pour voir à quel niveau c'est chaud en termes d'insécurité alimentaire. Alors, quels sont les territoires qui sont le plus affectés? Déjà, ça te donne une indication et ça donne à celui qui va prendre la décision une indication déjà au lieu simplement d'avoir les données comme ça. Lorsque vous les avez sur une carte, un décideur peut tirer une conclusion rien qu'à partir de ça. Là, par exemple, pour l'insécurité alimentaire, on a estimé, j'ai parlé l'autre fois de Moran's Index, et les p-values, c'est la probabilité qui est associée à l'hypothèse 0. Ici, la probabilité de rejeter l'hypothèse qu'il n'y a pas d'autocorrélation alimentaire est 0. Et donc, de ces points de vue-là, pour analyser l'insécurité alimentaire, il faut absolument intégrer le fait qu'il y a une autocorrélation spatiale. Je crois qu'on a trouvé la même chose. Ça c'est la production de manioc. C'est à peu près la même conclusion, qu'il y a effectivement une autocorrélation spatiale dans la production de manioc entre les différents territoires du pays. Ça veut dire que la production du manioc dans un territoire dépend également de la production du manioc dans l'autre territoire. On peut expliquer ça par plusieurs facteurs. Il se peut que le programme pour relancer la production du manioc, c'est un programme qui intégrait des groupes de territoires ensemble. Ce qui crée nécessairement une corrélation parce que la variété de manioc qui avait été développée dans un territoire A, c'est la même variété qui était développée dans un territoire B, par exemple. Ça peut également s'expliquer, par exemple, pour certaines maladies, la mosaïque. Le manioc est frappé par une maladie qu'on appelle la mosaïque. Bon, cette maladie-là, peut-être que par le fait que le sol soit pratiquement le même dans un tel territoire que dans d'autres, donc s'il y a maladie dans un territoire, la maladie se répercute également dans d'autres territoires. Donc, on peut facilement expliquer ça. Bon, et puis j'ai pris quelques exemples. Bon, comme j'ai dit, je vais travailler avec eux. On attend. Et c'est pour ça que j'ai amené les amis qui travaillent sur la cellule d'analyse des indicateurs de développement au niveau de la primature. Ils vont vous expliquer ce que c'est, les types de données qu'ils ont, parce que ce qu'on voulait, on voulait faire un cas d'étude à partir de données qu'eux collectent. Donc ici, je m'amusais donc on a estimé des modèles, mais bon, c'est pas nécessaire. Donc voilà globalement les éléments essentiels
d'économétrie spatiale. Normalement, c'est un cours de niveau de doctorat. Et il y a des détails que malheureusement je ne veux pas vous déranger avec. Mais pour ceux qui sont intéressés, peut-être au niveau de mémoire de enfin, je voulais dire mémoire de licence, mais je vais dire peut-être mémoire de DEA, évidemment des thèses de doctorat, ça c'est... ou bien tout chercheur qui est intéressé, ça fait une partie de ma spécialisation. On peut discuter de ça. Alors le temps qui reste, j'aimerais demander à mes collègues de la cellule d'analyse des indicateurs de développement de vous dire un peu ce que cette cellule, qu'est-ce qu'elle fait, comment est-ce que vous pouvez accéder à ces données-là. Parce que comme je l'ai dit, c'est bien de vous présenter la théorie, c'est bien de vous donner le logiciel, mais si vous n'avez pas les données, ça ne sert absolument à rien. Et donc vous avez la chance que nous n'avons pas eu. Lorsqu'on était en première licence, en Ecomat, on était obligé d'aller faire une petite enquête en Banzalemba, je ne sais pas où encore. C'était pas toujours intéressant. Ok, Max, je laisse ça entre toi. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Max Daniel. Je suis statisticien, responsable de tout ce qui est statistique dans la cellule d'analyse d'indicateurs que je vais vous présenter tout à l'heure. Alors, je nous invite tous à regarder ce slide rapidement. Maman, tu peux enlever? Je peux avoir le nom du projet. Ce que vous avez vu là tout à l'heure. Qui peut me donner le nom du projet? Qui peut me donner le nom du projet que vous avez vu tout à l'heure là sur le tableau, sur le mur? Oui, vas-y. Ça, c'est la cellule, le nom du projet lui-même. Ouais. En fait, je voulais juste étudier notre niveau de concentration après une heure de suivi de cours. Je sais qu'on est fatigué, alors on va aller un peu plus vite. Je pense dans 15 minutes, 20 minutes, j'aurai déjà fini. On peut revenir, madame. Alors, depuis l'année dernière, le gouvernement a mis en place ce projet de mise d'un système de suivi de la mise en œuvre des stratégies du gouvernement dans les territoires. Alors, pourquoi seulement dans les territoires? Je vais expliquer. Vous savez que les statistiques produites dans ce pays depuis un certain temps, c'est soit au niveau national, au niveau du pays, taux de mortalité, taux de pauvreté, ou encore au niveau provincial. Mais quand vous tenez compte de la vasteté de ce pays, et même dans l'échantillonnage de ces données que l'on collecte, il y a certaines entités du pays qui ne sont pas prises en compte. Je le dis pour avoir travaillé à l'INS pendant plusieurs années, et donc on sait à peu près comment se font les échantillonnages là-bas aussi. Et donc certaines réalités de certains territoires n'intègrent pas dans ces indicateurs-là que l'on produit, que l'on publie concernant le pays ou soit la province. Cela peut se remarquer dans le fait que nous planifions, nous avons de plans stratégiques de développement, mais qui n'arrivent pas à emmener le pays à un niveau de développement attendu. Cela suppose que les bases sur lesquelles nous planifions doivent avoir un problème. Les indicateurs que nous utilisons pour planifier doivent avoir un problème. Mais vous le savez aussi en même temps que plus le niveau de désagrégation est un peu plus bas, on arrive à cerner réellement les inégalités, ce qui veut dire aussi qu'en même temps, on arrive à saisir la situation réelle. Et donc, la réponse peut être efficace et précise en ce moment-là. Voilà pourquoi ce projet est mis en place au niveau des territoires et les indicateurs vont remonter au niveau provincial et jusqu'au niveau national. Je sais qu'on va bien dire que l'INS est là, il y a d'autres secteurs déjà qui produisent des indicateurs, comme la santé produit ses propres indicateurs, l'énergie produit ses propres indicateurs.
Mais il faut dire que ces indicateurs sont produits au niveau dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et cette fois-ci, nous le faisons ensemble avec eux. Je vais en arriver là. Je vais vous expliquer comment on s'est entendu avec eux pour le faire au niveau des territoires. Et donc, voilà un des éléments importants qui justifie l'existence de ce projet. Mais dans le projet, il y a une structure d'exécution qui est chargée de l'exécution du projet. Et donc, c'est la cellule que monsieur avait citée tout à l'heure, la cellule d'analyse d'indicateurs de développement, où je suis statisticien et je suis avec mon frère Bertrand, qui est le webmaster, qui sera chargé de vous présenter le site et les premières données qui sont déjà là, bien que pas quantitatives en tant que telles. Maintenant, on est en train de recevoir les données quantitatives, je suis en train de les traiter, et donc ils seront disponibles sur le site aussi bientôt. Voilà, on peut passer. Voilà, ça c'est... Tu reviens. Ça c'est notre logo indiquant tous les 145 territoires du pays. Et de ces 145, depuis ces 145 territoires du pays, les données viennent jusqu'à Kinshasa. Tout ce système-là va vous être présenté. Et au niveau de Kinshasa, c'est où on centralise, on gère le traitement, on gère les analyses et on gère la diffusion. Les objectifs du projet sont plusieurs. Ça permettra d'améliorer le processus d'aide à la décision. Vous le savez aussi, pour faire un bon suivi, un très bon suivi, vous avez besoin de plusieurs séries de données. Parce qu'en ayant plusieurs séries, vous savez très bien voir les tendances d'une période à une autre. Et en ce moment-là, la décision peut être efficacement prise. Mais quand on n'a pas beaucoup de séries, et ça dérange, là je rejoins encore les genres d'enquêtes déjà que nous menons dans ce pays, des grandes enquêtes comme Mix, que vous devez connaître, comme 1, 2, 3, qui se passent entre deux périodes de 5 ans. Et si les financements traînent, ça prend 7 ans pour certains indicateurs comme 1, 2, 3, comme E2S. Et donc ça ne permet pas vraiment de faire un très bon traitement et d'avoir une très bonne décision et d'orienter les gouvernements en tant que tels. C'est vraiment impossible de le faire. Alors, avec ce que nous produirons comme indicateur, probablement je pense que je vous présenterai la fréquence de production de ces indicateurs et vous verrez que ça nous permettra d'avoir vraiment une bonne série de plusieurs données. Et c'est ce qui justement nous permet d'assurer un très bon suivi. Mais en même temps, ceci va renforcer les capacités des territoires dans l'élaboration de leur propre plan de développement. C'est très important. Jusque-là, il est difficile de trouver dans les territoires de la RDC. Vous savez, on a des territoires 4 fois le Rwanda. Le Rwanda, il fait 28 000 km². On a des territoires 4 fois le Rwanda, 2 fois le Lesotho, plus que la Belgique. Et donc, il est important qu'au niveau d'un territoire, qu'on sache avoir un plan de développement, qu'on sache planifier le développement. Et donc, les données ne sont pas disponibles, d'où ça ne peut jamais se faire. Et donc, avec ce que nous sommes en train de faire, nous mettrons à la disposition des territoires les données dont ils ont besoin dans les secteurs que nous allons vous présenter, parce que nous ne sommes pas encore dans tous les secteurs, on est dans quelques secteurs prioritaires, les autres, nous les intégrerons un peu plus tard. Et donc, on fournira des données à ces administrateurs de territoire et à leurs services techniques. Ça leur permettra de planifier le développement. Donc, c'est quand même un projet très important. Ces indicateurs que nous donnerons sont des données de base qui viennent de la base des territoires. Et pour concernant la santé, d'ailleurs, on va même dans les zones de santé, on descend encore un peu plus bas. Pour l'éducation, on descend encore un peu plus bas. On va dans les sous-divisions éducationnelles, pour ceux qui connaissent comment le secteur de l'éducation est structuré. Et donc, ça permet, ayant ces données disponibles avec nous, on peut orienter l'action des PTF. Toutes les actions que l'on peut mener. Les données sont disponibles. À partir du moment où quelqu'un vient pour mettre en place un projet, je ne sais pas moi, de renforcement des capacités des agriculteurs au niveau de Boulungu, avec les données disponibles que nous avons, on peut lui montrer déjà que les agriculteurs là-bas n'ont pas plus besoin de ça, c'est plus dans le territoire de Féchi que tu peux aller. Et donc on s'est orienté en ce moment-là. Personne n'agit au hasard, puisque les données sont disponibles. Nous sortirons des données en termes des cartes, on fera la cartographie aussi. Et donc améliorer en même temps la distribution géographique et sectorielle des actions de tous les acteurs. Ça revient au même. On peut passer, madame. Alors, le projet, il a plusieurs composantes. La composante A est la collecte des données. On va en parler tout à l'heure
on a 145 agents sur terrain qui sont censés collecter les données et nous les envoyer. Et ensuite, la gestion de ces données-là au niveau central, où nous traitons, où nous faisons tout ce qui est nettoyage, tout ce qui est apurement, tout ce qui est imputation des valeurs manquantes, tout ce qu'on peut faire, nous le faisons ici au niveau central. Et en même temps, c'est là aussi que nous faisons les analyses. Nous sortons les tableaux, les graphiques, on va le présenter, mais on fait quelques analyses et finalement, nous assurons aussi la diffusion. La gestion de la diffusion se fait par nous. On va présenter avec plus de détails à la longue comment la diffusion va se faire. Mais ceci, toutes ces données que nous mettrons à la disposition du grand public de la RDC et du grand public du monde entier permettra quand même un certain renforcement des capacités à X ou Y endroit. Les secteurs dans lesquels nous travaillons pour l'instant, nous collectons les données dans le secteur de l'agriculture. On va vous présenter quelques indicateurs que nous nous sommes proposés avec le secteur agricole du pays, que l'on peut déjà mettre en œuvre pour collecter les données primaires et ensuite calculer. On fera la plupart de ces calculs avec eux ensemble. On analysera ensemble parce qu'il y a plusieurs clusters de ce pays. Il y a le cluster agriculture, cluster santé, éducation. On travaillera dans ce système de cluster. Et on collecte les données dans le secteur de la santé, dans le secteur des infrastructures, éducation, primaire, secondaire et universitaire aussi. Dans le secteur de l'énergie, sont les données que je suis en train de traiter actuellement. Dans le secteur de l'économie et du développement rural. Voilà les secteurs dans lesquels nous opérons pour l'instant. Vous aurez la présentation, le fichier, mais voilà quand même les indicateurs que nous comptons sortir quand on finira de recevoir les données de territoire. On va travailler ensemble avec le ministère de la Santé pour le faire et donc les données auront le cachet de la santé elle-même. Ils vont valider cela. On est en accord avec eux. Donc, il faut dire que dans la définition des indicateurs, quand la cellule a été mise en place, on a eu plusieurs réunions avec les sectoriels. Quand bien même la batterie d'indicateurs présentés ne pourra peut-être pas être sortie complètement telle que vous la voyez là. Donc on va sortir les premiers indicateurs qui pourront être prêts maintenant et on verra comment intégrer les autres petit à petit, sachant qu'on a plusieurs secteurs. Il y a eu une suite des données de la santé autour du VIH, autour des indicateurs en rapport avec les médicaments, avec l'épidémiologie, le profil épidémiologique de chaque territoire, quelles sont les maladies qui sont en train de ravager plus la population dans X territoire, Y territoire, est-ce que les médicaments pour soigner ces maladies-là sont disponibles, est-ce que la population a le moyen pour accéder à ces médicaments, est-ce que les hôpitaux sont disponibles dans ces territoires, est-ce que les hôpitaux sont équipés en même temps en termes d'infrastructures, lits et autres matos pour faire le travail. Donc tout ça sont les indicateurs que nous allons voir. Dans le secteur de la santé, on peut passer, maman. On a les indicateurs que vous connaissez dans le secteur de la santé. On regardera les taux d'admission et les taux de scolarisation. Les taux d'admission, les taux de scolarisation sont des indicateurs qui informent sur l'accès à l'éducation. Et depuis un certain temps dans ce pays, ces taux sont en train d'augmenter, ce qui est un bon point pour le secteur de l'éducation. On verra en même temps les cas des enseignants qui sont payés, qui ne sont pas payés dans les territoires. On verra en même temps la qualité on suivra certains projets du ministère dans ce secteur où on distribue des manuels gratuitement dans toutes les écoles privées comme publiques. On va suivre tout ça. On va regarder en même temps la formation, la mise à niveau des enseignants. Chaque année, ce sont des programmes qui existent. Il y a des services de formation des enseignants qui existent dans chaque sous-division, comme la zone de santé, dans le secteur de la santé. On va suivre tous ces éléments-là. On va suivre la qualité des infrastructures. Est-ce que les écoles sont elles sont en paille, elles sont en dur, en semi-dur ou bien en paille? On va voir tout ça et on va même essayer de suivre le programme PRIS qui est en train de réhabiliter, de reconstruire des écoles partout dans le pays. On va essayer de voir quelles sont les écoles jusqu'à ce jour, combien d'écoles jusqu'à ce jour ce projet a pu réhabiliter, reconstruire et voir en même temps si ces écoles arrivent à servir, si elles ont plutôt tout ce qu'il faut en termes d'enseignants, en termes de bancs pour pouvoir opérer correctement. Mais on va voir aussi le secteur de l'enseignement supérieur. Hein. On va voir l'enseignement supérieur, on va voir la fréquentation, on va voir des indicateurs de
comment on appelle ça, de parité, pour voir comment les filles sont en train de fréquenter l'université à comparer aux garçons. On va voir les taux d'achèvement des filles à l'université. On va voir plusieurs indicateurs que vous allez bien voir. Et dans le secteur de l'agriculture, nous allons nous concentrer plus pour l'instant, bien que tout ça on va sortir, on va donner des indicateurs sur les filières de production qui existaient dans les années 70-60 qui n'existent plus aujourd'hui. On va essayer de comprendre pourquoi ces filières-là n'existent pas et qu'est-ce que l'on peut bien faire, qu'est-ce qu'on peut bien donner en termes de propositions pour que ces filières reviennent en activité et continuer à booster le développement dans un territoire bien donné. On va se concentrer sur les alertes qui arrivent dans le pays à tout moment, à chaque mois et qui met la population en danger, sachant que plus de 70% de la population congolaise est agricole. Et donc, il faut trouver tous les mécanismes qu'il faut pour assurer des réponses efficaces à ces faits qui arrivent et dérangent la population. On va se concentrer aussi sur les prix des produits de base que consomme la population. On a défini ensemble avec l'Institut national de la statistique et les amis de la FAO toute une batterie de produits de base allant d'un territoire à un autre, que l'on peut bien suivre pour voir la variation des prix. Et une réponse rapide à cela peut bien aider la population. On va aussi se concentrer sur la sécurité alimentaire, donnant des indicateurs sur le score de consommation alimentaire, sur la diversité alimentaire, donc la sécurité alimentaire de manière générale, mais tout en donnant aussi les potentiels du pays par rapport à l'élevage, par rapport à la pêche, par rapport à l'agriculture. Et donc on va aller petit à petit jusqu'à arriver à donner des indicateurs sur la production agricole même. Voilà, on donne aussi des indicateurs sur les infrastructures. Là, nous regardons principalement les routes, les voiries. On donne des indicateurs sur les routes nationales aussi. On donne des indicateurs sur les pistes de desserte agricole. Et donc, dans cela, il est question de voir quels sont les kilomètres qui sont asphaltés, quels sont les kilomètres qui ne le sont pas, quels sont les kilomètres qui sont en bon état, donc praticables. Il y a bien des critères pour étudier une route en bon état, en mauvais état ou bien en moyen état. Et donc, on sera capable, à la fin du traitement des données qui sont en train de nous arriver, de sortir ces genres d'indicateurs. Et en même temps, on regarde l'accessibilité de chaque territoire. Et ces données seront disponibles sur le net. Donc, plus facilement, on peut, à partir de Kinshasa ou soit à partir de notre site, savoir qu'on peut avoir accès à Boulungu par ce chemin. On peut avoir accès à Kikuti, Kikuti n'étant pas, c'est une grande ville, à Lupatapata dans le Kasaï par ce chemin-ci, par cette voie-là, soit navigable, soit routière. On peut avancer. Oui, on donne des indicateurs aussi sur le développement rural, tout en sachant que leur objet est le secteur de développement rural, c'est d'emmener la population rurale à vivre quand même de manière un peu moderne, à booster le développement dans ce coin rural. Et donc là-bas, nous donnerons des indicateurs sur les infrastructures sociales qui doivent exister forcément dans un milieu rural. Quand bien même qu'il soit rural, mais il faut que ces structures-là soient là, de telle sorte qu'on arrive à booster le développement dans ce coin-là. Parmi ces structures, on peut parler des écoles. Les écoles doivent être là. Dans les villages, on doit trouver des écoles. On doit trouver des centres de santé ou sinon de postes de santé s'il le faut. On doit trouver quand même de l'électricité. Sans électricité, vous êtes en train de faire fuir tous les investisseurs. Et donc, avant d'investir, il doit d'abord commencer par assurer l'alimentation en électricité et puis faire ce qu'il compte faire. Et donc, voilà, on va suivre tous ces éléments-là. Beaucoup plus principalement le taux d'accès et le taux de desserte, que ce soit à l'électricité ou bien à l'eau. Mais on va aussi donner un profil énergétique du pays, voir quels sont les types d'énergie qui sont plus utilisés par nos populations dans les territoires. Et ces types d'éléments, ces types d'informations peuvent emmener à des décisions beaucoup plus efficaces en termes d'investissement, en termes de subventions, en termes de beaucoup de choses. On peut passer. Alors, oui, on passe directement. Tu peux appuyer jusque... Attends, ça va. Encore. Deux fois. La dernière fois. C'est bon.
Alors, tous ces indicateurs, nous allons les calculer au niveau central. On a, quand on arrivera au traitement, je vais expliquer. Mais il y a des agents sur le terrain, comme nous avions expliqué au début. On a 145 agents que nous appelons des experts en développement parce que le recrutement était très sélectif et on a recruté des licenciés en économie, des licenciés en agronomie. Il n'y a aucun gradué parmi ces gens-là qui sont en train de travailler. Et donc, ce sont des personnes qui ont un bon niveau et qui peuvent bien comprendre ce qu'on est en train de faire, ce qu'on est en train de rechercher et mettre beaucoup plus de sens, de responsabilité dans la collecte des données. Comme vous le savez, dans l'étude de la qualité des données, le recrutement est très déterminant. Le genre de personnes que vous recrutez pour la collecte de données déjà peut entacher ou soit vous faire beaucoup plus de faveur dans la qualité des données que vous allez collecter. Et il y a d'autres paramètres que vous savez comme la formation, le traitement et tout ce qui arrive. Donc même pour le recensement de la population, on a écrit un document sur la qualité des données, comment on peut l'assurer dans le cadre du recensement qu'on a laissé au bureau central de recensement là-bas. Alors, on a ces 145 agents représentés ici par 3 téléphones dans tous les 145 territoires. Ils n'ont pas que de téléphone avec eux. Ils ont un ordinateur, laptop, comme celui-ci. Ils ont aussi ce téléphone. Ils ont aussi un modem Wingle qui peut leur permettre de se connecter plus facilement à l'Internet. Ils sont informés de tout et ils peuvent facilement nous envoyer les données parce que c'est via Internet que les données arrivent. Ils ont aussi... et chaque fin du mois, nous alimentons ces téléphones, nous alimentons leur modem pour qu'ils restent à jour. Et ils ont aussi des motos, Yamaha 125, des motos qui leur permettent, parce que vous savez, à l'intérieur du pays, c'est très accidenté. C'est vraiment très accidenté. Avec les véhicules, c'est compliqué. Je fais le tour de quelques territoires en décembre ici, fin octobre, début décembre. C'était compliqué. Novembre, décembre, c'était vraiment compliqué. Alors ces motos-là leur permettent un déplacement facile. Et quand nous étions là-bas, on a vu que le moyen de déplacement le plus approprié, ce sont des motos. Alors avec ça, comment ils procèdent? Quel type d'enquête ils font? Il y a un seul agent dans le territoire. Comment va-t-il faire des enquêtes ménage pour collecter les données primaires qui vont être... J'avais cette question-là. Ouais, je vais répondre. Comment va-t-il se comporter lui seul pour faire tout ce travail dans si peu de temps et envoyer les données? Et donc, ce que nous avons mis en place, c'est un système que nous avions appelé enquête personne-ressources. Ça existe sous d'autres cieux aussi. Ça, c'est ce que j'ai appris, mais nous avons mis ça en place depuis bien avant. Et comment ça se comporte? Dans tous les secteurs que je viens de vous présenter, dans lesquels nous collectons les données santé et éducation, vous avez un système de rapportage de données, de territoires, ou soit des zones de santé si c'est la santé, ou soit de la sous-division si c'est l'éducation, des territoires venant des groupements, des secteurs, jusqu'au niveau du territoire, au niveau de la province et au niveau de Kinshasa. Ils ont ce système-là de rapportage de données. Alors, ils ont des points focaux, des personnes qui centralisent les données à chaque niveau de rapportage. Donc, au niveau du groupement, tu as quelqu'un qui va te dire, par rapport à l'agriculture, voilà les chiffres, voilà la situation. Lui, il fait monter au niveau du secteur, au niveau du territoire. Et donc, nous traitons avec des personnes qui centralisent au niveau des territoires, que nous appelons des personnes ressources. Donc, pour le secteur de l'énergie, vous trouvez dans chaque territoire ce qu'on appelle un chef de bureau de l'énergie. Il est là pour avoir les données sur les ménages qui sont connectés, sur les ménages qui sont effectivement desservis, parce qu'on peut être connecté, donc avoir accès, mais ne pas être desservi en électricité. Donc, au niveau du groupement, tu as quelqu'un qui va te dire, par rapport à l'agriculture, voilà les chiffres, voilà la situation. Lui, il fait monter au niveau du secteur, au niveau du territoire. Et donc, nous traitons avec des personnes qui centralisent au niveau des territoires, que nous appelons des personnes ressources. Donc, pour le secteur de l'énergie, vous trouvez dans chaque territoire ce qu'on appelle un chef de bureau de l'énergie. Il est là pour avoir
les données sur les ménages qui sont connectés, sur les ménages qui sont effectivement desservis, parce qu'on peut être connecté, donc avoir accès, mais ne pas être desservi en électricité. Ce sont des cas que nous avons ici en RDC d'ailleurs, et à Kinshasa plutôt. Pour le secteur de la santé, nous allons dans les centres de santé. Et là-bas, vous trouvez, au niveau de chaque centre de santé, il y a un médecin chef de zone. C'est lui qui centralise les données. Et donc, notre monsieur va chez lui. Quand il finit, pour l'instant, je pense que c'est déjà le 27. Ils sont en train d'aller dans les zones de santé maintenant pour prendre les données compilées de décembre. C'est comme ça que la santé fonctionne. Et ils vont nous les envoyer dans le format précisé. Donc, dans tous ces secteurs, vous avez ça comme ça. Et donc, par rapport à la nature d'indicateurs que l'on produit d'un secteur à un autre, donc la fréquence de collecte change. Si en santé, il faut aller chaque mois voir la personne ressource collectée, en éducation, non. Parce que la plupart d'indicateurs autour de l'éducation sont annuels. Et donc, s'il va en début d'année, c'est pour collecter. En début d'année, on a commencé en novembre, on les a tous largués sur le terrain. On a collecté les données en rapport avec l'année académique 2014-2015. Et donc, on ira encore en novembre prochain pour collecter les données sur l'année académique ou scolaire 2015 et 2016. Donc, c'est une fois que ça se fait l'année. Pour la santé, c'est chaque mois. Bon, pour le secteur de l'énergie, développement rural et tant d'autres, on a voulu quand même suivre ça chaque 3 mois pour voir comment ça évolue. Quand même, on se dit déjà que les phénomènes ne vont pas vite changer pour ce secteur, mais on veut voir quand même, s'assurer que ça ne va pas vite changer et prendre d'autres décisions que l'on pourra prendre comme on est dans un début. Et alors, c'est comme ça qu'ils sont en train de fonctionner. Et dans ce téléphone, ils ont un logiciel du serveur Mango. Peut-être que Bertrand en parlera encore mieux. Et dans ce logiciel, vous avez tous nos questionnaires implémentés là-dedans. Et donc, avec son téléphone, il ouvre devant la personne ressource, il pose des questions, il est en train de remplir, il remplit. Quand il finit, il envoie. S'il n'y a pas Internet, le téléphone garde les données. Quand il aura Internet, parce que l'Internet pose quand même un problème, mais on arrive à avoir les données, ça se résout quand même. Quand l'Internet viendra, il va ensuite synchroniser avec notre serveur ici à Kinshasa. Comme c'est indiqué là, avec un backup. Le backup, il est encore à la primature. Voilà. OK. En dehors du téléphone, qui peut aussi déranger, ou bien il peut se sentir à l'aise avec l'ordinateur. Et donc, ils ont accès par PC via Internet. Il peut se connecter directement à l'Internet. Il tape le site. Chaque agent a un compte à partir duquel il s'enregistre et là ne voit que sa province et son territoire. Donc les données seront bien orientées venant de son territoire. Alors, quand ces données viennent, ça passe par Internet. Bertrand va mieux expliquer tout ça. Ça arrive chez nous. C'est ce que je suis en train de faire maintenant. Donc avant compilation, je suis en train de traiter. Donc j'ai besoin de renommer certaines variables. J'ai programmé sous Stata. Le même Stata que le CP va vous donner, c'est celui qu'il m'a donné aussi. Donc, je renomme certaines variables pour être beaucoup plus à l'aise. Je change le format le type de certaines données pour les manipuler beaucoup plus facilement dans les calculs. Parce que l'importation de la base de données Mango qui vient jusqu'à des logiciels de traitement Stata, SPSS et autres que vous connaissez, toutes les données sont de type string, alphanumérique d'une certaine manière. Et donc, il y a des données qui doivent être numériques pour les traiter correctement. Et donc, nous faisons ce traitement, nous faisons des programmes d'appurement. J'ai fait des programmes, j'ai fini un programme dans le secteur de l'énergie qui me permet parce qu'il y a 4 variables qui sont clés dans le secteur de l'énergie et j'ai remarqué dans ces variables, il y a beaucoup d'erreurs. Et donc, j'ai fait un programme qui me sort les territoires à problème. Et donc, tout à l'heure, là, on va commencer à les appeler pour qu'ils aillent vérifier ces valeurs-là. Et on pourra les changer et on peut ensuite commencer finalement à sortir les indicateurs. Et on les fait comme ça, secteur par secteur. Il y a des secteurs dans lesquels on sera obligé de compiler des données. Voilà. Et on a la possibilité au niveau de la cellule de faire des analyses. Nous avons aussi dans la cellule une experte en développement. Avec elle, on sait voir facilement à notre niveau, on sait se proposer
des orientations par rapport aux données, par rapport aux réalités qui nous sautent aux yeux en regardant les données. Les données sont des données, mais il faut bien les analyser pour sortir les informations. Et ce sont les informations dont on a besoin pour finalement s'appuyer là et puis prendre des bonnes décisions. Et donc ça, on fait ensemble. Mais comme on le dit, on ne sait pas faire des analyses beaucoup poussées, compte tenu d'abord des ressources humaines. On n'est pas très nombreux non plus. Voilà pourquoi je vous encourage à venir prendre ces données. Elles sont pour vous, pour faire ce que le CP est en train de dire. Elles sont pour vous, elles sont pour tout le monde. Donc il suffit de venir frapper à la porte correctement, peut-être remplir un document et tout, et puis tu as les données avec toi. Bertrand peut te le disponibiliser, tu les as avec toi, tu fais tout ce que tu veux faire comme étude, peu importe les secteurs. Donc on a besoin des analyses beaucoup plus poussées encore dans ces secteurs-là. On peut se limiter peut-être à faire des analyses descriptives, essayer de faire légèrement de l'explicative, mais bon, pour entrer dans l'économétrie, ça demande beaucoup de temps. En même temps, je dois traiter d'autres secteurs, je suis le seul statisticien. Il faut quitter d'un secteur à un autre, vous comprenez ce que ça fait, beaucoup de charges à la fois. Ces données, nous avons un backup, dans nos serveurs il y en a, mais il y a un backup aussi. Et alors nous sortons en ce moment-là des rapports, nous sortons des cartes, des tableaux, des graphiques, on va le présenter, ça va venir. Alors dans le système de diffusion de ces données, on a ces différents supports-là de diffusion. On a le site que Bertrand va vous présenter dans les 2 secondes qui viennent. Et ces données sont destinées aux décideurs, ces informations plutôt, sont destinées aux décideurs du gouvernement central et provincial, et même aux décideurs des territoires eux-mêmes. Ils en auront besoin. Donc déjà, il faut dire qu'on est en contact avec tous les AT. On a leurs adresses mail, on a leur numéro de téléphone. Quand les données sont disponibles sur le net, on peut les appeler ou soit sinon leur envoyer directement. Et ils savent comment se comporte leur territoire par rapport à la santé, par rapport à l'éducation, par rapport à l'énergie, and so forth. Voilà. Et ces données seront disponibles pour les partenaires au développement, pour les ONG, les secteurs privés et les universités que vous représentez ici dans cette salle. Voilà comment nous comptons diffuser cela. Il y a d'autres éléments qui ne sont pas placés. Nous avons pensé faire des ateliers par cluster. Donc, tous les acteurs du pays qui agissent dans le secteur de l'énergie, qu'ils soient privés, qu'ils soient publics, on les appelle dans un atelier, on discute sur les données, sur les constats faits par rapport à l'énergie. Tous les acteurs, on fera des groupements par secteur. Tous ceux qui sont dans la santé, on les appelle, on discute. La sécurité alimentaire, on les appelle, on discute ensemble pour voir comment facilement orienter des réponses, des actions, implémenter, booster le développement dans ces secteurs. Ça aussi, c'est la sécurité alimentaire. Celle que vous avez vue, ça concernait principalement le manioc. Ça, c'est une carte produite par la FAO. On a juste pris ça pour montrer comment ça se passe. Je pense que IFPRI aussi avait contribué à la production de cette carte. Et pour l'instant, nous travaillons vraiment ensemble avec la FAO, comme je vous l'avais dit, avec le PAM, pour pouvoir arriver à des fins comme ça. On fera des rapports analytiques beaucoup plus détaillés et on fera des rapports synthétiques que l'on présentera directement parce qu'il y a des personnes qui ne doivent pas beaucoup lire, qui doivent aller droit à l'essentiel. Alors il faut leur préparer ce qu'il faut pour eux. Je pense que... Oui, allons-y. C'est sous ces formats-là que nous présenterons les données. Voilà, je crois que j'ai fini. Je vous remercie. Voilà. Et donc, Bertrand peut présenter le site. Je travaille à la cellule avec Max, qui est mon collègue, le statisticien. Moi, je suis webmaster. Pour ceux qui ne savent pas ce que ça signifie, je crée des sites Internet. Parmi ce qui a été dit ici, vous avez besoin des données pour faire des calculs. Et ces données, Max vous a brillamment expliqué comment on a fait pour les avoir. Le chemin est long. S'il y a des questions, après, je pourrai donner des réponses. Moi, je vais me baser sur l'avant-dernier slide où vous avez le schéma de présentation du circuit de l'information. Juste après que Max ait fait son travail, moi, je récupère son résultat. Si je le récupère, c'est pour que je sois capable de le mettre à la disposition de tout le monde, du public.
Et je le mets à la disposition du public via un site. Il est tout simple, caid.cd. C'est ça notre site internet, le site sur lequel vous trouverez toutes ces données. Alors dans la petite allocution que je vais faire pendant ces quelques minutes, je vais sommairement présenter ce site et puis vous indiquer pour vos travaux futurs à quels endroits exactement vous aurez quel type d'informations. Alors, la page d'accueil, ça signifie la première page de notre site, c'est celle-là. Lorsque vous tapez caid.cd, vous atterrissez sur cette page-là. Déjà, d'entrée de jeu, vous voyez les domaines dont Max vous a parlé qui sont repris là sous forme d'images. Les différents domaines dont nous collectons les données sont l'éducation, l'énergie, le développement rural, ainsi de suite. Tout ce dont Max vous a parlé. Alors, ces secteurs-là qui sont montrés en image sont aussi montrés là comme liste. Juste après, on verra à quoi nous mènera chaque lien. Bien sûr, mis à part ce que nous produisons, nous avons des partenaires, nous avons d'autres liens utiles, des personnes morales que nous estimons être nécessaires pour vous, qui peuvent vous donner d'autres données. Ce sont ces personnes ou ces organisations que nous avons reprises dans la section « Liens utiles », juste en dessous. Ça, c'était seulement en ce qui concerne la page d'accueil de notre site. Dans la diffusion, Max vous a dit que nous publierons des rapports. Les rapports sont disponibles dans la section « Publications ». Il y a une revue mensuelle qui s'appellera la revue 145. Au moment opportun, lorsqu'elle sera lancée, elle sera disponible à cet endroit-là. J'ouvre une petite parenthèse. Il y a des sections du site qui ne sont pas encore officiellement lancées. D'ailleurs, le site lui-même, officiellement, n'est pas encore ouvert. Mais puisque nous savons que son ouverture est imminente, alors nous vous le présentons déjà, de sorte que vous ayez une longueur d'avance. Et d'ailleurs, en le visitant, puisqu'il est accessible, vous pouvez même nous faire 2-3 suggestions. Dire ajoutez ceci, ajoutez cela, ce qui va faire en sorte que les données que vous recevrez soient encore plus riches. Voilà. Donc, actuellement, dans la section revue 145, il n'y a rien, puisque nous n'avons pas encore commencé à publier cette revue. Max vous a dit que les données, c'est seulement très récemment que nous avons commencé à recevoir les données en provenance des différents territoires. Alors, à part la revue 145, il y aura les autres publications, notamment les rapports, les grands rapports, les rapports internes, les rapports intermédiaires, ainsi de suite. Tout ce qui est rapport, c'est ici que vous verrez ça, dans l'onglet « Autres publications ». Alors, je passe à la section, je dirais, section mère. La section la plus importante, c'est la section « Indicateurs de développement », puisque c'est là que se trouvent les données. Vous avez la possibilité de voir les indicateurs par secteur. Ça signifie les 7 secteurs qui étaient listés par Max tout à l'heure, économie, agriculture, santé, éducation, infrastructure, énergie, développement. Et nous avons ajouté un petit plus, la fiche du territoire. Une fiche qui présente le territoire, qui donne une vue, un aperçu général de ce que ce territoire est. À part l'accès via par secteur, nous avons l'accès par territoire. Là, vous avez tous les 145 territoires. Vous choisissez un territoire. Bien sûr, vous allez atterrir d'abord sur sa fiche, qui vous donne un aperçu de ce que c'est que ce territoire. Et après, de là, vous pouvez naviguer pour aller dans d'autres choses. Alors, je prends un exemple, données par territoire. Lorsque vous êtes dans des données par territoire, vous verrez une page semblable à celle-ci. Tout ce que vous avez à faire, c'est cliquer sur cette zone de sélection. On vous demande, veuillez sélectionner une province. Proposer une province. Kasaï. OK. Je prends par exemple le Kasaï. Lorsque vous choisissez la province, vous avez d'abord là la représentation, la localisation géographique sur une carte de cette province. Vous avez un petit mot sur cette province. Vous savez que nous avons maintenant 26 provinces. Un petit mot qui vous dit cette province vient de quelles autres provinces, ainsi de suite. Et puis là, vous avez la liste des territoires de cette province-là. Et c'est ça qui est intéressant pour nous, pour vous. La liste des différents territoires de cette province.
Et donc là, aisément, je peux cliquer sur un territoire et alors toutes les informations qui présentent ce territoire vont s'afficher à cet endroit-là. Alors, quand je dis que les informations vont s'afficher, les informations déjà génériques, vous avez le nom de la province, juste ici, dans le rectangle. Et puis là, vous avez la superficie, la taille estimée de la population. Petite parenthèse, ce sont les informations que les 145, un des 145, celui qui est dans ce territoire, c'est lui qui a collecté ces différentes informations auprès des personnes ressources et nous les a envoyées via le système qui vous a été décrit. Nous les avons reçus et c'est ainsi que nous avons là la possibilité de voir. Notre cartographe a travaillé sur la carte, sur les cartes. Là, on peut voir cette province-là en détail, à quoi ça ressemble. Oui, pardon, merci. Ce territoire-là en détail, à quoi il ressemble. Les différentes couleurs représentent les chefferies. Et comme ça, donc, je peux, en cliquant sur un onglet, voir défiler les informations qui m'intéressent. Est-ce que je veux voir les données géographiques, la situation économique, la situation sanitaire, la situation de l'éducation, tout savoir sur les ONG, tout savoir sur l'accessibilité, le tourisme, la situation sécuritaire, même les opportunités de développement propres à ce territoire-là. En cliquant, on peut lire ce que l'expert a trouvé, puisqu'il est sur terrain, il a vu, il a posé des questions, il pense que telle chose peuvent être des opportunités pour le développement. Ça, c'est pour la zone principale lorsque vous allez sur la fiche d'un territoire. Et aussi, chose importante, à chaque fois, vous verrez si la fiche a été mise à jour, à quelle date. Comme ça, vous savez que les données que nous manipulons datent de telle chose. Et aussi, nous avons fait un effort à chaque fois de marquer la source pour permettre une contre-vérification. Alors, sur la barre à droite, vous avez le nom de l'administrateur du territoire. Ce territoire-là de Ilebo, je pense qu'il y a quelqu'un de Ilebo ici. S'il y a quelqu'un de Ilebo, qu'il sache que son AT s'appelle Djonga, Norbert. Alors, juste en bas, nous avons celui qui nous a fait parvenir ces informations. Nous avions dit qu'il y avait 145 personnes, 145 jeunes triés sur le volet. Voilà, celui qui nous a fait parvenir ces informations. Il s'appelle Alain Bamba. Voici son numéro de téléphone, voici son adresse mail. Si Ilebo est ton territoire, tu lis une information et tu voudrais avoir des détails, tu peux l'appeler, son numéro est là, ses coordonnées sont là, entrer en contact avec lui et discuter. Et juste en dessous, nous avons prévu un endroit où nous faisons défiler des différentes images de ce territoire. Et toutes ces images, je souligne, viennent toujours de nos experts, les 145. Alors, juste après, vous avez la possibilité de voir les informations sur les autres territoires de la même province. Souvenez-vous, lorsque nous avions sélectionné une province, il nous avait affiché une liste de territoires. Alors, si j'ai vu mon territoire, qu'en est-il du territoire qui est voisin au nord, par exemple? Alors là, je peux prendre un territoire, toujours de ma province, et voir comment est-ce que les données s'affichent là-bas. Ou si je veux passer à un autre territoire, sans pour autant revenir au menu principal et puis refaire le chemin, je peux juste, là-bas, sélectionner de nouveau une province, et puis prendre un nouveau territoire, et puis je vais directement à la page qui présente ce territoire. Là, j'ai accédé à ces informations en partant de l'option par territoire. Maintenant, là, c'est par secteur. Nous avons 7 secteurs. En réalité, c'est 8 si on doit ajouter la fiche du territoire. Et la logique est la même. Économie et marché. C'est toujours la même logique, je disais. Je prends une province, j'ai la liste des territoires en dessous, et de là, je peux cliquer et puis voir l'état la situation économique de cette province. Mais ici, ne soyez pas déçus qu'il y ait encore de vide, puisque les données, comme Max vous l'a dit, sont encore à son niveau. Il a encore des calculs à faire. Une fois qu'il aura fini avec ses calculs, tous ces vides que vous voyez actuellement, tous ces colonnes, ces lignes qui sont vides, tous ces endroits-là ne le seront plus. C'est là que vous verrez les données. Alors, une fois qu'il y a les données, le site vous donnera la possibilité en ce moment-là de les télécharger sous forme Excel.
ce qui vous laisse amplement la liberté de faire les calculs et tout ce qu'il y a à faire comme manipulation. Voilà la partie principale. Nous avons aussi un côté illustratif, si je peux dire, où nous présentons une sorte de galerie. Vous vous êtes toujours posé la question, mon territoire, ma province, là d'où je viens, là d'où mes parents sont originaires, à quoi ça ressemble? Eh bien là, nous avons une galerie qui vous permet, toujours avec la même logique, vous sélectionnez une province, vous sélectionnez un territoire, et puis vous pouvez là voir les différentes images. Je vais faire juste un petit test de quelques minutes. Par exemple, dans le Haut-Katanga, vous avez là le territoire, par exemple, de Kipushi. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un de Kipushi ici. Je vois que certains ne connaissent même pas leur territoire, puisqu'on me regarde avec sourire. Voilà. Par exemple, dans le territoire de Kipushi, voilà ce qu'on trouve comme image. Bon, vous allez vous poser la question, mais ces affaires, c'est quoi? Il vous suffit juste de cliquer sur une image, elle deviendra plus grande, et en dessous, vous verrez la légende pour dire cette image-là représente quoi. Si on ne vous avait pas dit ça, vous n'aurez pas su que c'est l'état de la route de ce coin-là, par exemple. Voilà. Et là, vous pouvez aussi défiler pour voir les autres images, ainsi de suite, ainsi de suite. De sorte que cela vous donne un aperçu, non seulement par les chiffres de ce à quoi ressemble l'image que nous avons de nos territoires, mais vous avez aussi un support visuel qui est encore beaucoup plus concret. L'avant-dernière section du site, c'est à propos de la CAID, où nous avons les objectifs, ceux que Max a présentés à l'entrée. Nous avons l'équipe de la CAID, et puis nous avons une section encore plus intéressante là-bas, nous contacter. J'ai dit tout à l'heure que le site n'est pas encore officiellement ouvert, mais à titre exceptionnel, on l'a ouvert pour vous, pour que vous y jetiez un œil et qu'avec votre œil, vous nous disiez qu'est-ce qu'on peut changer, qu'est-ce qu'on peut améliorer, qu'est-ce qu'on peut ajouter. Puisque, en réalité, c'est vous. Ce site vous est destiné. Alors, ceux qui voudront nous contacter, vous allez sur caid.cd, le menu est là, vous allez à nous contacter. Vous remplissez ici votre nom, votre adresse de courriel, ce pourquoi vous nous contactez, et puis vous marquez votre message là-bas. Et en cliquant sur « Envoyer », nous recevrons directement votre message avec vos suggestions. Et nous allons les analyser pour voir si on peut les mettre en pratique et dans quelle mesure on peut le faire. Nous avons là la présentation de l'équipe, le coordinateur, ainsi que chacune des personnes constituant cette équipe-là. Bien sûr, tout le monde n'est pas mis ici, mais nous avons là quelques-unes des personnes qui œuvrent d'arrache-pied pour que les données puissent être disponibles. Vous aurez sûrement reconnu Max. Nous avons réservé une section pour présenter la RDC, puisque nous sommes sûrs que le site, ce n'est pas seulement des Congolais qui le visiteront, ça peut être des personnes qui ne sont pas Congolais, des personnes qui sont des étrangers. Alors, ils doivent sûrement se poser la question, ces pays, c'est quoi? Alors, s'il y a des choses à lire, c'est bien sur cette page-là que vous allez trouver ça. La RDC, c'est quoi? C'est comment se présente sa géographie? Comment se présente son organisation administrative, ainsi de suite. Tout y est. Et l'actuelle carte avec les provinces, les 26 provinces. Et enfin, la dernière section, c'est le FAQ, la foire aux questions. Avant de nous écrire, vous avez peut-être une question, quelque chose que vous voudriez, des choses qui vous tracassent. Par exemple, cette question-là, comment utiliser ce site? Peut-être que c'est ce que vous voudriez savoir. Vous pourrez nous écrire. On va vous répondre, soyez-en sûrs. Mais vous pouvez aussi passer ici. À chaque fois que nous recevons les mails des visiteurs, les questions qui reviennent le plus, on les mettra ici. De sorte que la personne n'est plus obligée de nous écrire. Il va là-bas, il voit cette question-là qui l'intéresse, il y trouve une solution. Si la solution qui est mise là n'est pas satisfaisante pour lui, alors il peut nous écrire et nous allons lui répondre. Voilà, en ces quelques minutes, exposer notre site, au fait votre site, et sentirez-vous libre de le visiter. Je répète son adresse, caid.cd. J'ai dit et je vous remercie.
c'est M. Nixon, assistant de la faculté de sciences économiques. Par rapport à l'explication, vous avez expliqué comment transférer les données. Alors j'avais besoin de savoir l'authenticité des données. Je travaillais l'année passée dans un projet au FAO. Je sais comment les enquêteurs font sur terrain. Un enquêteur peut être aussi fatigué. Il peut commencer à remplir aussi les données. J'ai besoin de l'authenticité des données. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de créer une application où on peut, par rapport aux empreintes, lorsque je viens chez M. X pour collecter les données, pour authentifier les données, il doit me donner ses empreintes pour qu'il y ait un peu d'éclaircité par rapport à ça. T'expliquer ce qui pourra se passer, mais je te signale qu'on est en contact avec les personnes ressources. Ça veut dire que moi, trouvant que les données sont aberrantes pour moi, je pense que l'agent sur le terrain ici, il a fait du n'importe quoi. Je peux atteindre l'administrateur du territoire, je peux atteindre le médecin chef de zone, parce que là-bas, ils font des enquêtes personnes ressources. Facilement, je peux vérifier des données avec eux, puisqu'on est en contact avec ces gens-là. Pour ce qui concerne le secteur de l'agriculture, je vais t'expliquer une chose. Je n'étais pas allé en détail par rapport à ça. Dans le secteur de l'agriculture, on a 3 questionnaires. Il y a un questionnaire qui renseigne sur les alertes, comme je le dis. Ça donne la situation agricole du pays du territoire de manière générale. On va travailler avec l'inspecteur agricole du territoire. Il permet à notre agent de remplir facilement et puis on peut entrer en contact avec lui. Dernièrement, je viens d'être en contact avec l'inspecteur agricole de Boulungu. Et donc, c'est possible. Je l'ai appelé, on a longuement discuté. Donc, c'est possible. Il y a une deuxième fiche, la fiche B, qui permet de renseigner sur les prix des produits. Bon, là aussi, on va vers les marchés. C'est un peu compliqué, mais on va voir comment ça pourra se passer. Bertrand va t'expliquer. Pour la fiche C, la dernière fiche qui permet de collecter des données autour de la sécurité alimentaire, là, notre agent fait une petite enquête ménage avec un échantillon qui n'est pas qui est indicatif. Ça donne quand même une idée. Même ce que vous avez vu là, c'est quelque chose qui permet quand même d'avoir une petite tendance, de se dire que la situation serait comme celle-là. Et puis bon, on peut se baser quand même sur ça pour essayer de faire quelque chose. Là, il voit les ménages. Mais pour l'instant, nous sommes en train de voir. Parce que la même opération avec la fiche C, il y a un projet pilote qui a commencé par la FAO à l'est du pays, mais qui fait ça avec le téléphone. Ils appellent ça le MVAM. Donc, ils collectent ces mêmes données, sortant les mêmes indicateurs. Et donc là, c'est plus facile. L'enquêteur n'a pas une très grande charge du travail. Il n'a pas la possibilité de faire sous le manguier. Il remplit lui-même. Ça se fait partout. On a attrapé des gens en Afrique du Sud faire sous le manguier. Ça se fait partout. Et donc, je suis en train de voir comment, dans les mois qui viennent, avec bien sûr l'appui de tout le monde, du CP qui est là, je ne l'ai pas encore parlé de ça, tu me pousses à parler très rapidement. Je devais en discuter avec lui aujourd'hui, juste après cette séance. Mais bon, je suis désolé CP que tu la prennes en même temps que... Alors, je suis en train de réfléchir pour voir comment on peut l'étendre sur tout le territoire national et travailler ensemble avec les entreprises de téléphonie mobile qui peuvent nous appuyer et voir quelques partenaires qui peuvent nous appuyer dans ce sens-là pour que cette partie ménage soit faite par téléphone, mais avec les mêmes ménages. C'est comme des données des panels. Les mêmes ménages, on les appelle chaque 2 mois. On les appelle chaque 2 mois jusqu'à une année. Bon, on s'est dit au bout d'une année, le ménage est fatigué de recevoir des appels tout le temps pour répondre sur les mêmes questions. Et donc, on fait un autre échantillonnage l'année qui va commencer. Et donc, ce sont des systèmes qui marchent très bien dans beaucoup de pays. Malawi, Yémen, Irak, ça marche très bien. Surtout dans des pays où il y a beaucoup d'insécurité, où on ne sait pas avoir accès facilement, un enquêteur ne sait pas se déplacer facilement pour collecter les données. Ça permet quand même de couvrir, étant donné que les entreprises de téléphonie mobile peuvent regrouper les numéros
par entité géographique. Et donc, à partir de ça, visant l'âge et autres, on peut faire un échantillonnage et appeler des gens qui peuvent accepter de faire partie de notre échantillon et travailler avec eux. L'intérêt de ça, c'est encore quoi? Au lieu que je produise des données sur la sécurité alimentaire chaque 2 mois, à Malawi, par exemple, ils vous collectent les données sur toute l'étendue du pays avec ce système dans 24 heures. C'est collecté dans tous les pays dans 24 heures et avec un système automatisé de traitement des données, d'analyse des données, on sort les indicateurs autour de la sécurité alimentaire, les indicateurs phares de la sécurité alimentaire en 6 jours ouvrables. Ils sortent ça. Et donc, c'est ce que nous sommes en train d'essayer de faire pour alléger la tâche à nos gars. Et comme ça, ils vont se concentrer aux personnes ressources que l'on peut contacter plus facilement. Mais j'aimerais quand même te dire que je pense que puisque tu le dis, tu as plusieurs fois collecté les données. Je collecte les données depuis 2009 ou 2010. Je suis dans cet exercice-là. Ça manque pas. Ça manque pas. Des petits désordres, ça manque pas. On a quelquefois du mal à contrôler cela à 100%. Mais ce système-là pourra nous permettre déjà de mettre de côté la charge côté ménage. Ils vont se contenter à faire des enquêtes personnes ressources. Voilà, c'est comme ça que je peux répondre, à moins que Bertrand ait quelque chose à dire. Ouais, il dit que ça va. Par rapport à la fiabilité, en fait, je disais que je voulais poser juste la question toujours par rapport à la fiabilité des données que vous allez mettre en place en fait, dans votre système. Puisque vous avez dit que vous avez affecté un expert par territoire. En fait, là, je voulais peut-être essayer de faire une analyse par rapport à ce que moi-même j'ai déjà fait. En fait, j'ai été recruté comme consultant au niveau des ministères de la Santé pour évaluer les centres de santé au niveau des Sankourou. On avait toujours buté un problème. C'est-à-dire quoi? Je ne pense pas qu'un expert par territoire, le problème c'est puisque vous prenez vous avez pris tous les secteurs presque, l'infrastructure, l'économie, mais vous affectez un seul expert. Or, vous connaissez bien la situation. Si vous avez eu à voyager vous-même pour voir l'état des routes ou l'état de l'administration, comment c'est organisé dans les territoires, je pense qu'affecter un seul expert, ça ne va pas vous permettre d'avoir les éléments fiables. Vu l'expérience, puisque moi-même j'avais déjà fait beaucoup de travaux. En fait, dans le secteur de l'éducation, je l'ai fait aussi à l'Équateur, où j'ai eu à parcourir les secteurs d'Ingende, de Bikoro, en fait, territoire. Et au niveau des Sankourou, j'ai eu à parcourir beaucoup de territoires. Et je me suis dit que si vous dites que les données que vous allez mettre dans votre site, que les étudiants vont commencer à utiliser comme indicateur de développement, en affectant qu'un seul expert, pour moi, je pense que ce n'est pas trop fiable. Bon, la première préoccupation, d'abord, c'est une préoccupation financière. Okay? L'idéal pour nous aurait été d'avoir par secteur, de descendre même au niveau des groupements. Le jour où on aura les financements, c'est ce qu'on fera. Mais pour le moment, on a adopté le système de personnes ressources. Donc, en fait, notre expert, normalement, ne sera en contact direct qu'avec 7 personnes par rapport à chaque secteur. Donc, une personne pour l'éducation. Nous supposons qu'au niveau du territoire, par le ministère de l'Éducation, il existe une personne, un service qui regroupe cette information-là. Notre expert ne va pas aller dans les écoles, il va contacter cette personne-là. Au niveau de la santé, la même chose. Bon, mais comme il a dit, il y a d'autres secteurs, par exemple la sécurité alimentaire, qui demandent quand même, en tout cas, une espèce d'enquête. Et là, comme il est dit, on est en train de tester avec... c'est le PAM qui le fait déjà. Voilà. C'est-à-dire qu'on prend les mêmes types d'outils dont dispose notre expert, on les met à la disposition des ménages. Et ce sont les ménages qui envoient les données directement, mais bon, ménage c'est quoi? Parce que les ménages envoient ça au niveau du territoire. Voilà. Voilà, ça vient directement. Voilà. Donc, il y a deux types de données pour lesquelles on va élargir le nombre de personnes qui seront directement en contact avec l'expert. Mais pour le moment, en fait, nous récoltons des données
plus ou moins administratives. Lorsque le ministère de la Santé a ces données-là, au niveau des territoires, dans le cadre de leur système, leur travail normal. Okay? Mais le problème que nous avons, c'est que ces données-là, soit ne sont pas accessibles à partir d'ici, ça c'est d'abord un problème. Le deuxième problème, c'est que nous n'avons pas une base de données avec l'ensemble des secteurs. Il y a une base de données santé, il y a une base de données éducation, agriculture, infrastructure, mais pour la première fois, nous aurons une base de données qui regroupe tout le secteur ensemble. Parce que bon, j'aimerais avoir par exemple l'impact de niveau de santé sur l'éducation. Parce que je sais qu'il y a un lien entre l'éducation et la santé. Donc aujourd'hui, je peux, en allant dans leurs cellules, prendre des données sur la santé pour le même territoire. Et ce qui est encore intéressant, même la périodicité désormais va être la même. Ce n'est pas une donnée de santé qu'on a récoltée en 2012 avec une donnée de l'éducation qu'on a récoltée en 2015, ou bien... Non. Donc, parce que lorsqu'ils envoient les données, c'est la même date que l'information arrive. Donc, nous aurons non simplement une série de données sur l'ensemble du pays, mais également sur le plan chronologique, nous aurons également des données, mais qui viennent ensemble. Ça, c'est une richesse extraordinaire. Avec le temps, avec les ressources, on va, bon, techniquement, ce n'est pas un problème d'avoir un expert par groupement.